Épisode 410 des Technos, l'épisode, j'ai envie de dire, du mois de juillet. Voilà, on est en mode mensuel, vous le savez, durant l'été. Un épisode compilé cette semaine par Sébastien d'un côté. Bonjour Sébastien. Hello. Et de l'autre côté, Xavier. Salut Xavier. Hello. Qui ne sont donc pas partis en vacances pour l'instant. Ça ne saurait tarder, je pense. Ou revenus d'ailleurs, voilà. J'espère que vos vacances, les vôtres, se passent bien. Vous allez pouvoir savourer cet épisode jusqu'au mois d'août, puisque nous serons de retour, si je ne m'abuse, le 20 août. Non, le 17 août. J'ai oublié, il faudra que je regarde le planning. De toute façon, on communiquera là-dessus. Pardon ? Mi-août. À la mi-août. À la mi-août. Ok, ça c'est fait. On a besoin de repos. Bon, c'est pas idée. Donc voilà, un épisode, il n'y aura pas de bonus pour le coup, parce que évidemment, si on vous propose peu d'épisodes durant la période estivale, c'est aussi parce qu'il y a sans doute aussi un petit peu moins d'actualité technologique, en tout cas telle qu'on aura envie de la traiter. Il y a des choses qui se passent, hein, soyons très très clairs, et je pense que si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous aurez vu quelques articles que nous vous partageons dans notre veille quotidienne, j'ai envie de dire. Donc oui, il se passe des choses, mais des choses dont on a vraiment envie de parler, sur lesquelles on a des opinions. Là, par contre, ça, c'est le rendez-vous, c'est dans l'épisode. Et dans cet épisode 410, normalement, nos épisodes, on les enregistre le jeudi, pour des raisons pratico-pratiques, on l'a enregistré le 19, c'est-à-dire ce mercredi, parce qu'on avait, voilà, des trucs à faire. Je sais pas comment ça me justifier. Mais voilà, c'est l'idée, c'est ça, c'est de rester... comment je vais dire ça, translucide, non transparent, c'est ça que je voulais dire par rapport à nos activités. J'ai assez parlé, ça va être l'heure de faire parler. Oui, c'est ça. Tu veux être transparent dans nos activités. Alors, je m'en lève aux vacances, je me lève entre 7h30 et 8h. Je vais manger une petite tartine au miel. Oui, je parlais des activités de techno. Non, parce que tes vacances, tout le monde s'en masse. Mais c'est vraiment, c'est juste pour les technos, en fait. Bon, ça se passe sous forme d'abécédaire, nos épisodes, vous le savez. Et donc, un abécédaire qui commence par la lettre A, comme avion. Xavier, Google prépare un nouveau mode avion. De quoi s'agit-il, Xavier ? Alors, c'est une nouvelle fonctionnalité qui a été brevetée par Google, donc c'est pas encore sur le marché, mais ça pourrait être déployé un peu plus tard. C'est une technologie qu'ils ont appelée Connected Flight Mode, et ça vise à résoudre les problèmes d'interférence des smartphones avec les avions et les aéroports. Alors, on sait que le mode avion sur les smartphones était utilisé pour couper les connexions cellulaires pendant les vols, afin d'éviter les interférences avec les appareils de bord, mais c'était plus très utile. Ceci dit, avec l'arrivée de la 5G, qui utilise des bandes de fréquences qui sont beaucoup plus proches à celles qui sont utilisées maintenant par les avions, mais il y a des nouvelles mesures qui sont nécessaires, et c'est pour ça que Google a breveté ce Connected Flight Mode qui pourrait automatiquement actionner le mode avion sur base de différentes phases de vol de l'avion. Donc par exemple, en fonction du décollage, de la croisière et de l'atterrissage, les modes avion pourraient être activés ou avoir des fonctionnalités différentes. Pour ça, le smartphone va en fait réellement vous écouter ou surveiller son environnement. Il sera capable de détecter par exemple automatiquement la phase du voyage grâce par exemple au GPS pour reconnaître l'arrivée à l'aéroport, grâce au micro pour reconnaître le bruit qu'il y a dans la cabine, grâce à la vitesse, à l'altitude, même le signal ultrasonique des balises de l'avion. Et pour ceux qui utilisent Google et qui font des réservations en ligne, le Gmail pourra analyser par exemple la date du voyage et l'heure du départ de l'avion, et donc tout ça pourrait être pris en compte. Et donc à l'arrivée, la connectivité Wi-Fi des avions pourrait aussi ajouter des fonctionnalités sur ce système-là, donc sur base du Wi-Fi qui est dans les avions, et on va pouvoir prendre en compte par exemple aussi le temps d'attente avant le décollage, l'atterrissage, le niveau de batterie du smartphone, et permettre une connexion Wi-Fi qui sera optimisée en fonction de tout ça. Et à l'atterrissage, évidemment, le mode avion va se désactiver automatiquement. Donc c'est quelque chose qui empêchera les gens peut-être d'activer le Wi-Fi ou autre quand c'est
non souhaitables, et à l'inverse, à automatiser l'allumage et l'accès aux données via le smartphone. Donc voilà, un truc qui pourrait être pratique, même s'il pourrait y avoir des soucis de confidentialité pour certaines données ou autres. Ah oui, parce que tu rates ton avion, par exemple, et cet imbécile pense que tu l'as pris. Et donc tu peux pas appeler pour dire que tu vas être en retard, parce que il était supposé être dans l'avion, et donc ça peut poser des soucis. Qu'en pense Sébastien ? Le GPS sera utile aussi. Oui, à mon avis, oui. Sébastien ? Le mode théâtre au cinéma serait sympa aussi. C'est ça. Salle de cours aussi, éventuellement. Ouais. En fait, il faudrait que, par défaut, il ne fonctionne pas. Oui, c'est plus ou moins. et que quand on peut l'utiliser, il y a un truc qui se déclenche à un moment donné. Ah, ici, vous pouvez, si vous voulez. Parce qu'avant, le téléphone sonnait quand c'était nécessaire. Maintenant, avec toutes les notifications des 2000 apps que ça sur ton téléphone, et il sonne un peu toute ta journée. Donc, Ah oui, c'est ça. Et avec les systèmes du type Teams et autres, ça n'arrête pas. Ouais, c'est un festival. Ou Twitter. Mais ça sert plus à rien. En plus, à partir du moment où tu as autant de notifications, tu ne les regardes plus, tu ne les écoutes plus. On est bien d'accord. On est d'accord. Oui, c'est comme Twitter qui, avant qu'il soit racheté par Elon Musk, on envoyait 2-3 intéressantes sur la journée. Ouais. Maintenant, je pense que j'ai 50 ou 100 notifications Twitter sur une journée. Ils se lâchent dans tous les sens. Ça ne sert plus à rien, je ne les lis plus. Ouais, oui, d'ailleurs, ça me fait penser, après le podcast, je les coupe. Ben, voilà. Vas-y. Je les coupe. Gare à toi, Elon, on va te les couper. Non, mais c'est vrai, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, vous qui partez en vacances et qui avez besoin d'avoir accès à toutes vos notifications dans l'avion. Peut-être que ça va vous déranger, ou pas. Parce que c'est vrai qu'on a quand même un droit à la déconnexion et que je pense que... Si tu dois aller en avion pour être déconnecté, il ne faut pas beaucoup se déconnecter. Non, c'est vrai. Ça coûte cher aussi. Je pense que le meilleur moyen de se déconnecter, c'est prendre le bateau, en fait. Sincèrement. C'est même plus tout à fait vrai. Ah non ? Il y a un top moyen. Alors, il y a 3-4 ans, on était parti sur une plage en Espagne et on n'avait pas de réseau. Et là, par contre, tu pourrais te déconnecter, t'es déconnecté parce que t'as pas de réseau et il ne borne rien du tout. Et il faut savoir que, et ça, attention à tous ceux qui partent en vacances, ceux qui me regardent, à partir du moment où votre GSM n'a plus de réseau pendant un certain temps, il décide de se mettre à l'heure GMT. Ah oui, donc quand tu vois tout le monde partir en disant c'est pas grave, le dernier bus il est encore dans 1 heure, et puis 1 heure plus tard tu regardes vu l'heure qu'il est, le soleil est vachement bas, et donc c'est mort, et c'est là que tu comprends que merde, on n'est pas à la bonne heure, et donc ça m'a valu 10 km à Pince il y a quelques années, donc dans le noir avec des serpents qui... bref, ceux qui veulent plus d'histoire, écrivez. C'est ça. Si vous voulez qu'on change la thématique du podcast, les bonnes histoires de Seb, par exemple. On va faire un blog. On peut faire un podcast parallèle, non un blog. C'était les grosses têtes. On peut faire un podcast spécifique à Sébastien. Mais c'est vous qui décidez. J'ai pris 45 secondes pour l'histoire à la con. Oui, tout à fait. Et moi, j'en ai rajouté encore 10 pour provoquer la chose. C'est ta faute. C'est de ma faute, je sais bien. C'est moi qui suis aux commandes. C'est comme ça. Bon, je pense qu'on a bien fait le tour de l'histoire de l'avion et de Google on a mis, comme toujours, ça sera le lien. prêt en septembre, quand on aura fini les vacances. Quand les vacances seront finies. Et quand on pourra plus prendre l'avion. On a mis le lien, évidemment, comme on le fait chaque fois, dans la description de cet épisode. Allez jeter un petit coup d'œil si le sujet vous intéresse. Et n'hésitez pas à commenter cet épisode, comme je le dis à chaque fois, d'ailleurs. On passe à la lettre C. C'est comme ceinture, mon bon Seb, alors que je viens de perdre ma souris. tout fout le camp. Elle est sous ta main droite. Oui, je sais. La ceinture qui valait des dizaines de milliers d'euros. De quoi s'agit-il ? Oui, et c'est pas cher. À la base, au moment où j'ai écrit, j'ai dit « des millions !» Et en fait, non, c'est pas cher. Et c'est un peu l'histoire drôle du truc. Enfin, c'est pas cher. À ce prix-là, j'achète quand même pas la ceinture, on est d'accord. Non, parce qu'il y a pour plus de 30 000 balles de matériel. Mais le mec a essayé de passer à la douane chinoise des SSD, des NVMe. Et donc il s'est fait une ceinture complète de SSD autour du bide, en se disant ça va passer nickel, ça va pas sonner, on va pas le voir.
Déjà, c'était pas... voilà, ça a sonné, il s'est fait choper. Oui, la preuve. Mais voilà, on a même la photo si vous regardez en image. Hein, et donc, c'est pas le premier qui passe du matos, mais c'est le premier qui se fait choper avec des SSD et 420 SSD en M2. Ah, c'est quand même assez original quand même, ouais. Faut le dire. Et pourquoi il le fait? Parce que voilà, oui, après tout, si tu veux passer des trucs illégaux aux frontières, passe de la drogue, tu vas gagner plus d'argent. C'est pas bien, ne le faites pas, alcool, drogue, machin, tout ça. Mais t'aurais plus l'habitude de voir des trafiquants de drogue avec ce genre de trucs que des mecs qui passent des SSD, tu vois. C'est un peu surréaliste notre job. Et ici, ce qui est bien, c'est que ça ressemble pas du tout à une ceinture d'explosifs. En plus, ça fait des gros pains. Oui, pour le même prix, effectivement. Et donc, en fait, au moment où ils passent le matériel en Chine, ils se prennent une belle taxe d'import. Et donc, ça fait, si les mecs arrivent à passer ce matériel sans passer par la douane, eh ben, ils le vendent gentiment sur le marché chinois, moins la grosse taxe, parce que c'est du matos qui, pour une fois, n'est pas fabriqué en Chine, en l'occurrence. Pas tout, en tout cas. Hein. Et donc, mais en général, la plupart des gens qui se sont fait coincer ces derniers temps, c'était des trucs un petit peu plus de valeur. Il y en a un qui s'est fait coincer avec 200 processeurs Intel. Bon voilà, une deuxième qui a essayé avec encore des processeurs Intel ou des cartes graphiques dans une boîte, 70 cartes, etc. Donc le SSD, c'est nouveau. On a une idée de ce qu'il comptait faire comme bénéfice? Parce que j'ai du mal à imaginer que la taxe soit tellement importante qu'elle justifie de prendre ce genre de risque un peu ridicule. Non, honnêtement, non, j'ai pas idée. Non, c'est que la taxe est peut-être très très élevée. Hein, tu sais, même si tu te prends, chez nous en Europe, tu vas te prendre 21% de TVA, ça te fait toujours 5-6 000 balles, ça vaut la peine. Hein, c'est pas faux. Ouais, s'il prend 50 € par SSD, un SSD, c'est pas bien gros. Hein, donc, ouais, non, c'est vrai, finalement. Qu'est-ce que vous faites pendant... Vous avez déjà choisi votre destination ou... Oui, ça a même pas l'air... Ça a l'air d'être aux alentours de 10%, 10-13%. Donc c'est même pas des trucs gigantesques, il va gagner quelques milliers d'euros, quoi. Mais si ça se trouve, c'est une mule. Je veux dire, il l'a fait pour le compte de quelqu'un d'autre. Donc c'est un pauvre gars qui a gagné quelques centimes pour rien, quoi. Enfin, après, on voit ça avec nos yeux d'Européens, mais gagner 3 000 euros... ça peut représenter une somme. Ça peut représenter un an de salaire dans certains pays. Hein. Oui, c'est bizarre. Là, on voit que tout le monde n'est pas sur le même pied d'égalité dans ce monde, hein, ça c'est clair. C'est... Voilà. Bon, si vous savez pas quoi faire pendant les vacances, qu'est-ce qu'il y a de très taxé en Europe? Tu mets des fils entre chaque, tu vois, tu mets des fils entre chaque petite boîte, ça va passer nickel. Voilà. Bon, allez, on passe à la suite. Lettre E comme espace, Xavier. Starlink parasite des ondes radio réservées avec ses satellites, manifestement. On sait que ça devient de plus en plus compliqué d'observer l'espace et d'analyser un petit peu tout ce qui se passe dans les étoiles, notamment par la pollution lumineuse et les changements climatiques. Mais maintenant, il y a un nouvel obstacle. On avait déjà parlé des constellations de satellites Starlink qui sont en orbite basse avec les problèmes de lumière que ça générait. Ici, c'est un autre problème. C'est les satellites Starlink provoquent des interférences radio. En fait, c'est une étude réalisée par le radiotélescope LOFAR aux Pays-Bas, des astronomes qui ont détecté des émissions radio qui proviennent des satellites Starlink dans une bande de fréquence qui est normalement réservée aux astronomes, qui est de 110 à 188 MHz. Et ce qui est étonnant, mais voilà, ces émissions sont pas liées spécialement aux transmissions de données des satellites, mais plutôt à des bruits électroniques qui sont générés par les équipements internes des satellites. Donc c'est assez problématique. Ils ont pu analyser que sur 68 satellites Starlink qui ont été surveillés, il y en a 47 qui ont montré des interférences avec des fréquences qui sont réservées normalement à l'observation radioastronomique, et ça soulève évidemment des préoccupations sur l'impact de ces interférences pour les observations qui sont réalisées dans ce cadre-là. Donc il va falloir sans doute légiférer, trouver des solutions pour ça, mais vu la taille de ces déploiements de satellites, et surtout que
le fait que ces satellites, lorsqu'ils sont en nuage, donc quand il y a un grand nombre de satellites sur une même zone, l'impact est amplifié. Donc c'est pas directement proportionnel, c'est vraiment amplifié en plus par le groupe. Donc voilà, une étude qui montre qu'il y a des soucis liés à Starlink là où on s'y attendait peut-être pas. En même temps, on s'y attendait pas. Moi, je pense que c'est vu la quantité de satellites balancés dans l'espace, il fallait bien s'attendre à un moment donné, surtout quand on est scientifique, à ce que ça change quand même un petit peu le modèle, me semble-t-il. Je sais pas ce qu'en pense Sébastien, mais ça me semble assez logique, non Non ? Oui, non, mais moi je suis en train de me faire une réflexion, c'est que jusque-là on est que dans le ciel. On fait un podcast dans les étoiles. Voilà. Que ce soit plus ou moins ceinture, douane, mode avion. Ça fait avancer le débat. Et on va de plus en plus haut. Oui, c'est ça. Mais tu vois, parfois je suis un peu. Et puis ah oui, tiens. Oui, mais tu perds pied en fait. Sinon après sur totalement. Sinon sur le satellite, pareil, ça va tomber un jour. Hein. Voilà. Non. Ça tombe. C'est déjà tombé, non ? Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ce bras cassé ? Bon, si vous, qui nous écoutez, vous avez une idée, une opinion, n'hésitez pas à le faire savoir, et peut-être que la saison prochaine, vous prendrez la place de Seb. Oui, alors... et que Seb ira dans les commentaires, raconter des On va l'envoyer en direct. Salut. Au revoir. Au revoir. Elle comme Leafy. Ça c'est un truc dont on avait parlé il y a déjà longtemps. Ah oui. Et j'ai de nouveau perdu la pointure de ma souris. Sébastien, le Leafy, on avait parlé de ça il y a très très longtemps. Je me rappelle. Oui. Voilà, c'est une technique. Voilà. Rappelons le principe. Rappelons le principe de Leafy. Alors, on en a parlé dans les technos, dans un pseudo-direct que j'ai fait au Le Web à Paris, il n'y a pas 10 ans, mais on n'en est pas loin, tu vois. Ouais. Ça doit être la première ou la deuxième saison. On était au début du début. C'est possible. Et donc, le Leafy, comme la page Wikipédia le dit, c'est très amusant, c'est à ne pas confondre avec le Wi-Fi. Ah oui. Ce n'est pas le Wi-Fi, c'est le Leafy. Et là, c'est votre premier warning. Ce n'est pas du tout la même chose. Et pourtant, le logo, il est très, 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 très similaire. Le but, il est totalement similaire aussi. Et alors, quand tu vois, quand quelqu'un a une mauvaise réception avec son GSM, en général, ce que tu vois souvent, et ça me fait toujours rire, c'est que les gens ont plutôt tendance à monter leur téléphone, tu vois, en se disant, plus haut, je vais capter d'autres ondes. Parce que, évidemment, plus haut sont les ondes. Alors que non, souvent, c'est juste parce que tu es dans un bâtiment, il y a une barre de fer, tu te prends la barre de fer et tu te déplaces de 30 cm, et en un coup, magique, tu as du réseau, ou tu vas à la fenêtre. Mais monter le GSM, alors que ces réflexes-là, eh bien, ici, maintenant, peut-être que, finalement, ces gens qui soulèvent leur GSM pour aller plus haut de la lumière, ce serait une bonne idée, parce que... Puisque le principe, c'est la lumière. C'est la lumière, voilà. C'est la lumière. Et tu trouvais que mon intro était trop long. Qu'est-ce que c'est oui, bien sûr. L'info d'abord. C'est un moyen de communication par la lumière. Voilà, c'est ça. C'est le Leafy. C'est le Leafy. C'est le Leafy, quoi. On en parle depuis 10 ans de ce truc. Donc, voilà. Pas encore le Wi-Fi. Mais ceci dit, moi je pensais que c'était fini le Leafy. Non, c'est pas fini le Leafy. Mais non. C'est pas fini le Leafy. Non, j'ai encore tout le temps, 2 minutes. Maintenant, c'est devenu un standard, monsieur. Un standard, le 802.11 BB. Ça, on s'en fout. Mince. Mais maintenant qu'il y a un standard, on va pouvoir développer des choses dessus. Jusque-là, ça fait 10 ans. Parce que ça fait depuis 2011 qu'on parle de ça. Moi, je me rappelle, pour qu'on comprenne bien, un des exemples qu'on nous avait montré à l'époque, je me rappelle, c'était dans les musées, par exemple, pour communiquer des informations sur ce qui se trouve dans le musée, sur le smartphone, ou sur l'appareil, parce que là, c'était même pas lié à un smartphone, je pense, sur un appareil donné, que les informations étaient communiquées par un flux permanent c'est la lumière qui... comment dire ça, qui est à une certaine fréquence et qui communique donc... C'est de l'infrarouge. C'est de l'infrarouge. Dans les ondes infrarouges. Et donc, communiquer à un appareil donné une quantité d'informations, etc. Et donc, l'idée, c'était d'avoir avoir accès à
l'Internet, si je schématise très très fort, avec de la lumière, au lieu d'avoir... Oui, sauf que non, en fait, non. Mais en fait, non. En fait, non, parce que si tu veux avoir des infos dans un musée, tu vas utiliser du Bluetooth ou d'autres trucs qui sont localisés. Mais là, le Li-Fi... Oui, mais attention... Mais le Li-Fi a un énorme avantage. Attends, c'est ce que je disais, c'est la présentation qu'on nous en avait fait. Je précise. Oui. Donc, il semble que ça a changé en 10 ans. Ça peut. Oui, mais je vais terminer mon truc. Oui. C'est que ça, quand même, effectivement, ça peut être un des usages parce que ça a un énorme avantage, c'est que le Li-Fi ne sort pas de la pièce. Non. Donc, il n'est pas question de te taper au coin de la rue et d'essayer d'écouter le Li-Fi de ton voisin. Si t'as des rideaux. Ben, c'est pas possible. Effectivement, ça passera pas. Si t'as des rideaux. Si t'es exhibitionniste, ça c'est ton problème. Ton Li-Fi ira chez tes voisins. Et justement, le Li-Fi, c'est que les mecs, ils sont un peu tard par rapport au Wi-Fi, hein, mais maintenant, c'est un standard de l'IEEE. Ils ont quand même quelques années de retard. Néanmoins, c'est pas impossible que ça s'installe aussi bien que le Wi-Fi quand même, parce que les taux de transfert que le Li-Fi propose, c'est du 224 gigabits. Ah, quand même. Donc, tu peux y aller quand même en Li-Fi. Par rapport à l'époque où tu arrivais à peine à envoyer un mail et que j'avais vu une démo au Web à Paris, où tu sais un petit peu ouvrir une page web sur le truc, tu te dis, bon, les gars, t'es gentil, mais ça va quand même pas être la révolution demain. Ça a quand même vachement évolué et maintenant tu as des perfs où effectivement 224 gigas, ça se tient quand même, on peut y aller. Il y a déjà des modules. Oui, si je me trompe pas, c'est unidirectionnel. Et donc, il faut mettre en place un système pour permettre les communications. Pour interroger le serveur, il faut autre chose, quoi. Mais c'est pas grave, t'as le Wi-Fi. Oui, pour ça t'as le Wi-Fi. En plus du Li-Fi. Oui. ou de la 5G, sauf dans l'avion, on est d'accord. Néanmoins, tu peux recevoir de l'information rapidement sur ton GSM. Il y a déjà des petits trucs qui existent, alors ils ont des composants. Il y en a un qui fait 14 mm, parce qu'effectivement, il faut un récepteur pour la lumière. Ouais. Mais du coup, comme le truc est derrière le smartphone, ça va être difficile de le taper devant parce qu'il n'y a plus aucun truc devant sur les smartphones. Même la caméra, tu la vois plus, elle est cachée derrière. Donc, si tu dois mettre ton smartphone vers l'arrière pour avoir l'information, ça va être difficile de regarder ton écran. Donc, il va falloir voir comment les constructeurs peuvent le taper sous l'écran, si c'est possible. Ou au-dessus du smartphone, etc., etc. Mais pour des devices pour des endroits où tu ne pourrais pas passer un câble et où effectivement tu pourrais avoir une ligne directe, c'est pas couillon, ça a quand même 228 gigas, c'est quand même pas mal, quoi. Ça pourrait être une solution, par exemple, pour charger sur son téléphone un film ou des données, etc., assez rapidement, quoi. En fait, tu mets ton smartphone en dessous d'une lampe, enfin de l'appareil, tu pousses sur un bouton et il communique les informations que tu veux collecter et conserver sur ton téléphone, par exemple. Ou si tu sais utiliser dans les deux sens, parce que tu mets un émetteur aussi. Je dirais, il y a des endroits où j'ai un cas assez récent où tu vois un gars qui a mis un bureau dans son jardin pour faire une une téléconférence dans son petit bureau. C'est la croix et la bannière. Le Wi-Fi, ça passe pas, c'est pas assez loin, pas assez puissant, ça se déconnecte. Il a essayé de la 4G, ça marche pas. La seule solution qu'on lui avait dit dès le départ, c'est tirer un câble. Parce que tu avais un truc stable. Si tu as un truc hyper directionnel avec du 224 gigas, honnêtement, c'est bon, vas-y, tire pas de câble. Hein. Alors, je suis pas convaincu que ce soit fait pour ça. Hein. Par contre, t'as un oiseau qui passe. Bah oui, c'est ça. Parce qu'on a déjà parlé de ça, mais avec des lasers qui effectivement permettent aussi de transmettre. Je pense que Xavier en avait parlé dans un épisode, si je dis pas de bêtises. Et là, il y a également beaucoup de données qui peuvent passer par cette technologie-là, qui peuvent être transportées par ce type de technologie. Donc là, c'est peut-être plus dans cet esprit-là, mais enfin voilà, ça a le mérite d'exister. C'est pas encore mort, en tout cas, tu vois. Non, c'est ça, c'est que de temps en temps... Alors, de temps en temps, je sais qu'il y a des journalistes qui ressortent la news d'il y a 10 ans, tu vois, pour dire, tiens, il s'est passé un truc. Non, rien du tout, mais j'avais juste envie de la remettre pour faire un peu de vue, parce que j'ai rien d'autre à mettre. Ça arrive. Ici, pas. Ici, manifestement, bon, voilà. Xavier, oui, c'est le standard, c'est ça le truc. En parlant des usages, il y a un des usages concrets, c'est la géolocalisation à l'intérieur des bâtiments, qui sera tout à fait possible grâce à ça et qui est pas mal, ouais. Apparemment au centimètre. Ça peut. Voilà, merci d'avoir lu l'article, Xavier. Oui, mais parce que... Quelle équipe.
c'est un autre... Oui, il va... Bon, bref. On passe à la lettre M comme médecine, Xavier. Quand l'intelligence artificielle aide à lutter contre les maladies rares. Oui, alors là, je vais quand même devoir prendre quelques notes parce que j'ai des infos qui sont très pointues là-dedans, mais c'est Cocorico, ce sont des chercheurs belges de l'UC Louvain, en collaboration avec l'université de Zurich, qui ont utilisé l'intelligence artificielle pour identifier les causes et les traitements potentiels d'une maladie rare qui est assez dévastatrice et qui s'appelle la cystinose. C'est une maladie qui affecte un nouveau-né sur 100 000 et qui provoque des dommages aux organes, principalement aux reins, en tout cas en commençant par les reins, et puis ça conduit souvent à une insuffisance rénale avant l'âge de 10 ans. Alors, ce qui rend cette étude assez unique dans le monde académique, c'est que ils ont utilisé une approche assez nouvelle. Et donc, au lieu de se concentrer sur un seul modèle animal, les chercheurs ont introduit le même défaut génétique dans 3 modèles différents, et ils ont couvert ainsi une période d'évolution de 350 millions d'années qui va du poisson à l'homme. Les données, elles ont été générées par des modèles qui ont ensuite été analysés à l'aide d'une plateforme d'intelligence artificielle qui s'appelle Panda Omics, et ça a permis d'identifier les voies pathologiques et les cibles thérapeutiques qui sont prioritaires dans les cellules concernées. Alors, donc c'est un bon exemple, je trouve, d'utilisation intelligente de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, et ça confirme pour moi une des choses que je pense depuis longtemps, c'est que la recherche scientifique va s'accélérer de plus en plus avec des moyens qu'on ne connaissait pas il y a quelques années, et ça va nous permettre d'ouvrir des voies à pas mal d'évolutions dans ce domaine-là. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas seulement trouvé la cause, mais aussi peut-être un moyen de traiter ça grâce à un médicament qui est déjà connu et utilisé dans un autre contexte. Donc c'est une vraie amélioration pour cette maladie-là. Et ce sera sans doute vrai pour d'autres maladies aussi, on ose imaginer. C'est vrai que ça fait gagner, enfin on l'avait déjà dit même basiquement, ce qu'on connaît nous et ce à quoi on a accès en termes d'intelligence artificielle fait gagner du temps. Ça ne fait pas les choses nécessairement à notre place, mais ça fait gagner du temps. Et j'imagine qu'on est quand même sur un domaine beaucoup plus pointu quand on parle de médecine, et que donc du coup ce temps il doit être géré aussi. Et donc je sais pas ce que pense Sébastien, sérieusement. Ouais, non, sérieusement, c'est pas qu'une question de temps en médecine, c'est surtout une question de débouchés. Et donc, les maladies rares, en général, personne va travailler dessus parce que s'ils trouvent un médicament, ils vont en vendre 3, et puis ça payera jamais la recherche. Oui, tandis que si t'as un moyen d'en générer plusieurs avec une même technologie, effectivement avec de l'IA... Ça fait partie d'un tout, je pense, parce que effectivement ici on parle de... Tu disais 1 sur 100, un malade sur 100 000. 1 sur 100 000, ça fait 600 gamins en France, en gros. Donc, oui, mais c'est pas, donc c'est on pas va pas rentable. on va pas consacrer beaucoup de temps, effectivement, pour 600 gamins. Par contre, si on a un outil qui permet de gagner du temps, du coup, ça permet d'accélérer peut-être un tout petit peu les choses. Voilà. Oui, mais il y a une question de rentabilité, et c'est dur quand c'est ton gosse ou que t'en es touché. Mais sur 600 gamins, ils vont pas pouvoir rentabiliser le truc, donc ils vont pas faire la recherche. Ouais. Mais par contre, s'ils ont un outil qui permet de trouver des solutions à plein de maladies rares, alléluia. Tu vois, vas-y. Ils feront quand même payer cher et vilain, t'inquiète. Donc, bien sûr. Mais là, ils pourront le faire pas à 600 gamins, mais à quelques dizaines de milliers en France. Et là, le problème est résolu. Ouais. Bonne pioche, j'ai envie de dire, quand je parle de l'article, des articles. Oui. Je me demande si c'est pas Sébastien Stormark qui a épinglé un autre Sébastien. Ouais, je m'excuse si c'est pas lui et si c'est quelqu'un d'autre, mais en tout cas, c'est grâce à un des chroniqueurs que j'ai trouvé l'on salue, ça. D'ailleurs, où qu'il soit. Donc bientôt vous retrouverez Sébastien, évidemment. Enfin, en tout cas, j'espère. Qu'est-ce qu'on a dit, ce qu'il fallait. On a tout dit de médecine, Xavier. On passe à la lettre N comme nuque. Chouette titre. Nuque, c'est fini.
Je rigole, mais c'est pas drôle en même temps, quelque part, parce que je sais qu'il y a des gens qui étaient très attachés à ce... Non, mais je sais qu'il y avait des gens qui étaient attachés à ce format, à ce form factor d'Intel qui abandonnent donc cette idée-là. Ah oui, et en fait, il y en a beaucoup, même dans l'équipe ici. David est très attaché à ça. Je suis très attaché au NUC aussi. J'en ai plusieurs. J'adore le NUC. On a eu des chroniqueurs, d'autres chroniqueurs qui y étaient aussi. D'autres chroniqueurs, Marc à l'époque aussi, effectivement, adore le NUC. J'en ai j'utilise un NUC pour pouvoir faire l'enregistrement du podcast ici. Hein. C'est une petite machine qui tourne ici à ma droite. c'est elle qui souffle un peu. Et donc, c'est effectivement, ce sont de bonnes machines. Et le problème du NUC ici, c'est qu'Intel a décidé d'arrêter purement et simplement le marché du NUC pour lui. Pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, c'est en gros, c'était un peu le form factor du Mac Mini, mais façon Intel, et puissance en plus. Oui. Même si les Mac Mini d'aujourd'hui sont beaucoup plus puissants qu'avant, mais sur le principe, c'est un peu ça. C'était une boîte très condensée, c'est un condensé de technologie, quoi. Alors, ça dépend des formats, et c'est là que le NUC était vraiment quelque chose d'unique sur le marché, et c'est que tu pouvais avoir le petit NUC à 100 balles, et je te promets que tu peux trouver sans problème, alors sans la mémoire et sans le disque, mais tu peux trouver un NUC avec processeur, carte mère et tout le tutti quanti, aux environs de 100 € sans problème. Après, j'ai un plan pour les SSD. Oui. Alors, il est déjà ressorti, le chinois. On laisser sortir. Donc tu peux en trouver à 100 balles et ça fera ce que tu veux. Hein, donc tu vas pouvoir aller sur internet avec, traitement de texte, tout le bazar. 100 balles, franchement, c'est accessible. Parce qu'un Raspberry, ça va presque te coûter la même chose. Et aujourd'hui, hein. Et à côté de ça, tu as des NUC extrêmes. Qui sont souvent un petit peu plus gros, et là tu peux, il y en a certains, ou comme celui qui trône sur mon bureau, tu peux même y taper une carte graphique, mais Intel a toujours, et puis il y a toute la gamme entre eux, hein, donc ils ont vraiment plein de trucs, et souvent quand ils sortent un nouveau processeur, il y a un NUC qui est dispo quasi avant que tu puisses acheter le processeur en magasin. Si je peux me permettre, avant que les portables soient devenus plus puissants, les gamers qui partaient en LAN par exemple pour faire des parties en groupe, etc., prenaient leur NUC sous le bras plutôt que leur tour, parce que c'était transportable entre guillemets. Tout à fait, c'est transportable. Ce sont des machines, effectivement, où en général Intel a poussé un peu le tout pour que ce soit bien intégré. D'un point de vue design, en général, ils ont fait des efforts, ça marche super bien. Et question performance, c'est toujours assez bien foutu, parce que c'est Intel qui gère de l'Intel, avec des cartes Intel, enfin, ils maîtrisent tout de A à Z. Et le design, il faut dire que Intel a quand même des trucs en général où c'est assez qualitatif. C'est comme quand la bonne époque où Microsoft sortait du hardware, ils sortaient des claviers. J'ai toujours été très fan des claviers Microsoft, parce que c'est une boîte qui faisait pas du hardware, mais spécifiquement, mais dans le hardware, ils faisaient de très bons trucs, comparé à Logitech, où souvent le support software était mitigé. Et là, Intel, leur support software aussi sur leur NUC, il est picobello, t'as rarement des problèmes avec leur matos. Donc c'est pour ça que David et moi, on aimait bien ça. Alors, ils arrêtent parce que Intel a fait... en fait, ils ont été victimes plus ou moins de la manière dont ils vendaient leur NUC, c'est-à-dire que Intel, t'as toujours eu des problèmes à trouver du NUC. C'est-à-dire que même si tu aimais le NUC, c'est une machine qui était souvent peu disponible, produite en assez petite quantité, et Intel n'est pas un producteur de hardware grand public. Ils ont l'habitude de produire des processeurs et à vendre ça à d'autres sociétés qui, eux, vont les embarquer dans les portables, dans des PC, etc. Mais eux, de faire la machine au complet, c'est pas leur channel habituel, et donc du coup ils ont pas les marges suffisantes que pour se dire ouais, c'est une activité. C'est vrai que c'est le genre de machine qu'on trouve sur les sites. Je vais pas les citer parce qu'on n'est pas là pour faire de la pub, mais les sites les marchands d'informatique en ligne, c'est là qu'il y a le plus grand choix de NUC en l'occurrence, parce que tu trouves rarement ça en magasin, c'est dur. Pas, quoi. C'est très dur d'avoir du stock, et celui que j'ai, même si il a fallu plus de 6 mois avant qu'Intel l'ait annoncé pour qu'il soit disponible. C'est parfois la croix et la bannière pour en avoir,
parce que c'est des machines qui sont faites en trop petite quantité. Et je suis pas sûr que même s'ils avaient des grandes quantités, ça se vendrait, parce que Madame Tout-le-Monde ne connaît pas le NUC et s'en fout complètement, elle veut un PC. Donc c'est un petit peu victime de pas de vente, et puis voilà, ils ont pas mis tous les efforts pour peut-être... De mémoire, pas beaucoup d'options non plus. Enfin, ils sortaient un modèle en 2-3 configs, mais tu n'avais pas trop le choix, je pense. Hein. C'était un peu... Mais il y en a plein, en fait. Ils en font tellement que tu ne prends pas d'options sur la carte, le NUC. Tu as une petite carte, tu as ton processeur. Tu choisis le modèle en fonction de de ce que tu veux. Quoi. Ouais, c'est ça. Mais alors, rajouter de la RAM, etc., c'était des fois un petit peu limite parce que la carte nous permettait... T'as un emplacement, quoi. Un emplacement, ou deux, peut-être, ouais. Donc, mais c'est des formats hyper compacts. Hein. Ça tient un NUC tient dans la main. Oui. Le plus petit de leur NUC tient dans la main sans problème. Et c'est eux qui ont un peu inventé ce format. Oui. Donc c'est un peu le papa du NUC qui abandonne le marché. Le NUC va pas disparaître. Il y a d'autres marques qui font des modèles, des barebone, qu'on appelle. C'est plus des NUC. Il y en a un paquet. En général, ils ont moins d'options. Enfin, ils ont moins de gamme. Et surtout, ils sont moins avec le tout dernier processeur qui vient de sortir. Parce que là, du coup, Intel ne favorise pas l'un ou l'autre fournisseur, mais ici, ils ont décidé de tout remballer et d'envoyer tous les plans, les ingénieurs, les ventes, machin, tout est envoyé chez Asus, qui n'a pas une exclusivité, mais qui va reprendre normalement la gamme de Intel. Je ne cache pas qu'en lisant ce truc, David et moi, on a tous les deux versé une larme, en disant merde. Et David m'a terminé, il y a encore 10 minutes, il me disait ça fait chier, je vais vite aller m'acheter le dernier NUC avant qu'on puisse plus en avoir. Donc la razzia. Tu vois, ça fait un peu mal. Et oui, c'est un format qui avait 10 ans, mais ça fait mal au nuque, si je puis me permettre. Ça fait mal au nuque. Mais voilà, je sais pas ce qu'en pense Xavier, qui s'est bidonné pendant tout ce sujet. Je ne sais pas pourquoi, parce que franchement, c'est pas drôle. Non, mais écoute, je sais pas, j'avais des phrases de Seb qui me faisaient penser à la vidéo avec l'interview sur Montcuq, la ville de Montcuq, voilà. Ici c'était le NUC, voilà. C'est juste ça qui me faisait sourire. Ouais. Mais tu vois, je comprends pourquoi on nous met jamais ensemble, hein, parce que tu vois, il y en a pas un qui relève le niveau. Voilà. Oui. mais par rapport à l'appareil même, alors moi j'ai jamais utilisé de NUC, mais j'ai déjà utilisé différents barebone. Il y a des alternatives effectivement, mais qui sont peut-être moins bien intégrées à Intel justement. C'est souvent les barebone, c'est quoi? C'est des versions de cartes avec les cartes mères d'une taille différente, enfin d'un format différent. Je connais plus les noms. Ce sont des mini PC, quoi. Pour des mini PC, autrement, ce sont des mini PC. Et donc voilà, ça revient à faire un PC en gros. Et l'intégration est peut-être moins étudiée qu'ici sur un NUC, quoi. Oui. Oui, question dissipation, question taille, question tout ce que tu veux. Donc il y en a d'autres, mais pour moi, c'est quand tu dis il y en a d'autres qui le font, et là Xavier va comprendre très facilement ma comparaison. Pour moi, le NUC, c'est comme quand tu achètes un Sino versus un autre NAS. Tu vois, le NUC, c'est dans ce format, c'est le NUC. Tu vois, voilà, c'est le papa du truc, c'est le NUC. Comme quand pour vous, un ordinateur, c'est un Mac. Bah, certainement. On va pas bien finir ce podcast, hein. C'est la même philosophie. Juste une parenthèse, et après on passe à la suite. Je me demande même si Dell ne s'était pas lancé à un moment donné sur un modèle de format NUC, on va dire, dans leur gamme. Mais AMD a essayé aussi, mais ça n'avait pas marché. En tout cas, on s'en souvient là, effectivement. Bon, voilà. On fera le deuil de ce... Raspberry commence à faire des machines qui sont de plus en plus puissantes aussi. Et de plus en plus chères. Enfin, par rapport à un Celeron... Non, on est d'accord, mais c'est beaucoup plus connu du grand public et ça fait peut-être du mal du coup indirectement. Non, grand public, non, je pense pas. Non, pas du grand public, pas le Raspberry. Je pense que le NUC a plus, sur le format, etc., il y a plus d'affinité. Enfin bref, on va pas refaire l'histoire ici, mais si vous étiez usager du NUC, donnez-nous des nouvelles. On l'a dans le NUC. Hein. On l'a, comme je l'ai dit, effectivement. La lettre P pour... bien ras derrière dans la nuque, s'il vous plaît. P comme plasma, Xavier, une nouvelle technologie de réduction de bruit mise au point. Tu vas nous expliquer comment. Ouais, alors c'est P pour plasma parce qu'il fallait qu'on soit dans l'ordre pour alterner avec Seb. Parce que je vois pas le rapport. Alors tu vas comprendre. Donc c'est une technologie révolutionnaire au niveau de la réduction du bruit qui a été développée par des chercheurs de l'école polytechnique de Lausanne en Suisse. Alors la compagne d'Aurélien...
la compagne d'Aurélien en parlerait certainement beaucoup mieux que moi, puisque c'est un petit peu son métier, le traitement de tout ce qui est acoustique. Mais ici, donc, on sait que les écouteurs sans fil avec réduction active de bruit sont devenus courants. Hein. On utilise ça même dans des voitures, par exemple, cette fonctionnalité. Mais la méthode qui est utilisée pour les bruits indésirables, c'est toujours la même. C'est-à-dire que ce sont des micros qui détectent les bruits. Il y a des algorithmes qui génèrent des sons qui inversent les sons indésirables pour les annuler. Et le souci, c'est que c'est une approche qui est plus complexe dans un environnement qui est ouvert et qui nécessite de nombreux haut-parleurs pour avoir une suppression qui est efficace. C'est pour ça que pour le moment, on a ça quasiment que sur des casques ou bien dans des petites voitures, dans des voitures par exemple. Et donc cette innovation, c'est ici qu'elle intervient, puisque ce sont des chercheurs de l'EPFL qui ont développé un système anti-bruit actif qui va utiliser un champ électrique pour ioniser l'air ambiant en un plasma. Donc d'où le titre. Donc ça n'entend plus rien, mais t'es brûlé. Sur le champ. Donc, c'est ça. Voilà. Donc, ça utilise des particules qui sont chargées donc positivement et négativement. Et donc ces ions sont ensuite accélérés magnétiquement et ils vont pousser contre l'air ambiant pour créer une onde de pression. Alors c'est possible grâce à une variation de tension qu'on va appliquer et ça va permettre de modifier instantanément la quantité d'air déplacé. Et donc, c'est beaucoup plus réactif qu'une membrane de haut-parleur classique, d'où l'intérêt. Et donc, les scientifiques ont constaté que leur système à plasma était tellement efficace que une couche de 17 mm d'épaisseur peut bloquer le bruit de 20 Hz aussi bien qu'un mur de 4 mm d'épaisseur. Donc il y a un réel intérêt technologique pour cette invention. Ça offre des possibilités d'amélioration acoustique dans des environnements évidemment comme les voitures, mais aussi dans des cabines d'avion, des bureaux, des habitations. Il y a une société qui s'appelle Sonexos qui a obtenu une licence pour commercialiser déjà cette technologie, et donc ça ouvre la voie à de nouvelles applications dans la réduction du bruit avec un besoin réduit de matériaux d'isolation qui sont encombrants, qui sont souvent inefficaces, etc. Donc voilà, à suivre, mais on va sans doute voir des chouettes améliorations à ce niveau-là prochainement. C'est impressionnant. Je serais curieux d'entendre ça, ou plutôt de ne pas l'entendre. Enfin, vous m'avez suivi. Mais non, c'est vrai. Je trouve ça assez impressionnant, ce genre de technologie. Ouais. Comme quoi, après, si tu lis la doc, tu as l'explication de Xavier. Moi, j'ai peur de mettre ça dans ma chambre, hein, parce que c'est l'endroit où j'ai envie de pas de bruit. Tu vois, et donc tu te dis, oh là. Mais quand tu le regardes, ça a l'air d'être assez gentil. Bah, mais là n'est pas le but. C'est pas pour mettre dans ta chambre. C'est j'imagine pour isoler du bruit un local. Ah bah, dans ta chambre, t'es content aussi de pas avoir de bruit. Si t'as des avions qui passent au-dessus de chez toi. Ou les gens sont contents de ne pas entendre ce qui se passe dans la chambre. À l'inverse. Ou tes voisins du dessus quand t'es en appart. Donc à l'intérieur des habitats, il peut y avoir une demande assez majeure. Oui, effectivement. Ça peut améliorer les relations... avec des voisinages aussi. De voisinage, tout à fait. Ou amplifier les relations. C'est ça. Si ça pouvait carboniser aussi les enfants qui jouent au ballon devant chez moi, ça m'arrangerait. Tu dois juste mettre plus de courant. Plasma. Oui, c'est ça. Plasma. Un petit coup de plasma. Oh, tiens, Kevin. Tu ne mets pas sur du 5 volts, tu le mets sur du 230 et t'es bon. Oui, c'est ça. Voilà. Non, je trouve ça magnifique. Voilà. On salue, je le disais, donc Thierry est juste à côté de l'EPFL. C'est pour ça que je disais que c'était... Voilà. Et donc coucou à Aurélien et à sa compagne. Voilà. Oui, il va être content qu'on parle de sa femme. Et, sinon, oui, Sébastien aussi, tu vois. On peut parler des femmes de tout le monde. Hein. Et la tienne, Xavier, elle va bien ? Elle va bien. C'est les vacances. Hein. On sent que cool. C'est les vacances. P comme plomb, Seb. Ainsi plomb. Voilà. Les petites marionnettes AT&T et Version ont du plomb dans l'aile ou même les câbles. Voilà. Alors je suis super fier de mon titre. Merci de l'avoir lu. Très vendeur. Ça, en SEO, ça va être top. Ça va, je suis sûr qu'on va ramener du public, un public de fous, mais t'as pas idée. Des trucs sur les marionnettes. Et sur le plomb, surtout. Les marionnettes au plomb. Le gars qui dit marionnettes au plomb dans Google, tu vois, il y en a un sur 10 milliards. Marionnettes au plomb. Et il tombe chez nous. On répond à sa question. Ben non, parce que ça n'a rien à voir avec les marionnettes au plomb.
Oui, mais au moins, Désolé, il peut on vous a entendre. Ce déçu. n'est Vous pas avez ici. cherché pendant... Ça fait des mois que vous cherchez des histoires sur les marionnettes au plomb. On va vous décevoir. Je le dis. Ce n'est- Ne mettez ce n'est pas pas de pouce ça. vers le bas. Ça va être décevant. Vas-y. Lâche la sauce. Et donc, effectivement, c'est un petit souci. C'est un petit souci de santé. Il est pas drôle en plus ce sujet. Non, c'est ça. Non, du tout, du tout. Et On donc, se reprend, c'est on un se problème. On se reprend. C'est un problème qui date d'il y a 45 ans. Et je te jure, 45 ans. Et donc, il y a un problème de chez AT&T et Verizon qui ont du plomb dans les câbles qu'ils utilisent. Ils mettaient du plomb. ok. Et comme ils mettaient du plomb, une série de leurs employés disent mais j'ai été intoxiqué au plomb à force des années de travailler avec ces câbles, machin, etc. Et alors ça remonte pour le moment, donc il y a effectivement toute une histoire qui remonte et qui part en tribunal, hein, comme on a l'habitude aux États-Unis, class action, machin, probablement. Et ça revient de 1980, hein, donc c'est le premier document sort où ils disent ah il y en a un un employé qui a des hauts niveaux de plomb dans le sang, et c'est un risque pour tout ce qui est déjà neurologique, c'est un risque neurologique pour ses reins, etc., etc. Donc il faut faire quelque chose pour limiter, etc. Et la compagnie a dit à l'époque pas notre faute, nous pas de plomb, enfin il y a du plomb mais en tout cas on respecte les normes, il y a zéro problème. Et donc c'est un petit peu les deux camps qui s'opposent. Certains employés qui sortent une série d'analyses en disant c'est quand même bizarre, on est plusieurs, on a plein de plomb dans le sang et on n'est pas en top santé, ce qui est normal, quand t'as du plomb t'es pas en top santé, hein, ça ne se mange pas le plomb, ça gère pas. Et donc effectivement tu dois faire attention à tes employés, et c'est ici ce qu'il aurait reproché, c'est tu as une responsabilité au niveau de la société en disant est-ce que tu as suffisamment protégé tes employés qui allaient être en contact avec le plomb pendant toutes ces années, parce que en général le mec qui vient réparer ta ligne, il va réparer une autre ligne après, et toute sa vie il va réparer des lignes, enfin en tout cas pendant de longues années il fait ça. Donc si toi tu coupes un câble, à la limite c'est pas bien grave, mais lui il fait ça pendant des années et des années. En plus, l'OMS indique qu'il n'existe pas de seuil au-dessous duquel l'exposition au plomb n'aurait pas d'effet nocif. Non, le plomb c'est ultra. Il est nocif d'office. Le plomb. Non. Oui, et à l'époque en Europe, on n'était même pas au courant, on utilisait le plomb pour nos conduites, pour la flotte. Il y en avait dans la peinture, dans la peinture aussi des murs. Il y avait du plomb un peu partout. Dans les tuyaux d'eau. Tuyaux d'eau, ça aurait été du plomb. On se disait, tiens, c'est bon. Ouais, allez, et après, on a fait les tuyaux à l'arsenic, comme ça on était mieux. Oui. Non, maintenant c'est en plastique, même si le plastique a aussi des problèmes, inévitablement. Donc les deux firmes se défendent d'avoir fauté, évidemment. Maintenant, il faudra voir comment ça se gère devant les tribunaux. Je pense que c'est une affaire qui commence seulement. On a eu les premiers articles ici cette semaine, et donc on verra les impacts et le nombre d'employés qui ont réellement été impactés par ce type de problème, si c'est des cas particuliers ou pas, mais en tout cas ils vont pas changer tous les câbles. C'est probablement plus dans la protection des câbles que dans l'isolation, eux-mêmes. C'est pas un très bon conducteur, le plomb. Donc, il y a eu ça avant, les tubes dans lesquels on faisait passer les câbles électriques dans les maisons, c'était aussi dans les très vieilles maisons, avant la Seconde Guerre mondiale, c'était aussi des tubes en plomb à l'origine. Et donc là aussi, il y a eu, en tout cas... Oui, et puis en Belgique, après, on a eu plein de scandales avec de l'amiante, dans les conneries, on est jamais à l'abri d'une connerie. Voilà, donc alors ici les câbles ils vont pas les enlever, la question c'est comment tu travailles dans ces conditions, parce qu'ils vont pas remplacer les câbles. Quelle protection quelle protection apporter, que ce soit pour respirer, pour les tenir en main, etc. Donc voilà, c'est un sale sujet pour terminer, mais voilà. Utiliser du Li-Fi. Faut faire attention, effectivement, quand tu travailles avec ça. Utiliser du Li-Fi. Avec le Li-Fi, ça ne se produirait pas. Quoique, si ça se trouve, dans 50 ans, on va te trouver une maladie des yeux. Avec la fibre. À cause de la fibre, à cause du Li-Fi, à cause du Wi-Fi aussi. Voilà. Mais les Bi-Fi, c'est pas top, mais ça se passe. Ouais, mais c'est parce qu'on n'a pas de preuves. Parce que les gens meurent avant. Voilà. Je sais pas si c'est que belgo-belge le Bi-Fi. Le Bi-Fi, je sais pas. Voilà. C'est pas le Bi-Fi proactif, ça n'a rien à voir. Non, c'est le Bi-Fi. Ouais.
Ok, bon, bah, écoutez, ça c'était le sujet de conclusion de cet épisode du mois de juillet. Je vous parle pas de ce qui va se passer au mois d'août. On va se retrouver au mois d'août, les amis. Enfin, pas vous deux, mais d'autres chroniqueurs. Et puis ensuite, en septembre, la rentrée chez nous, c'est le 7 septembre, si je ne dis pas de bêtises. On fait la rentrée classique, tu vois, nous on n'a pas changé comme... Non, on change rien. On reste dans le grand classique, etc. Oh, il y aura quelques changements par contre. Chez les technos, on fera quelques modifications de format, enfin vous découvrirez tout ça en temps voulu. Que des filles. Mais, que des filles à la rentrée. 8 Wi-Fi. Oh, ce serait drôle, ça n'empêche. Mais bon, ça ne se fera pas, parce que voilà, Ben non, t'en connais pas 8. Non, mais j'en ai déjà fait 3 quand même. Oui, c'est ça. Allez, un petit effort, et peut-être que pour les 20 ans des technos, on aura la Wi-Fi. Il y a mes enfants qui demandent quand est-ce qu'on fait une soirée ensemble. Bon, on va arrêter de dire des bêtises si vous le voulez bien. Merci en tout cas d'avoir... Hop là, désolé, j'ai pas poussé sur le bon bouton. Merci d'avoir choisi une fois de plus d'écouter les technos. Cet épisode s'arrête ici. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. C'est le meilleur moyen encore de savoir ce qu'on fait, prochaine édition, etc. Et surtout de suivre notre veille technologique quotidienne, puisque mes petits camarades, chaque fois qu'ils proposent un sujet à l'ensemble des autres chroniqueurs, eh bien... vous en êtes informé et notifié via par exemple Mastodon. Twitter, je ne sais pas si c'est revenu, c'était cassé, peut-être que c'est revenu, mais voilà. Sinon, on est aussi sur Telegram et on est aussi sur, j'ai oublié, Facebook, ah ouais, ce vieux truc là, machin. Et Instagram aussi, je vois. Et non, bah là. Ah, c'est écrit en dessous. Oui, mais là plus. En fait, oui, non. Mais quelqu'un du Tipex, c'est parce que c'est plus juste. Voilà. Il va falloir, là, vous voyez, c'est pour ça qu'il y a une rentrée et que ça me laisse le temps de changer tout ça pour que ce soit de nouveau bien net, bien propre, bien carré. Et sur Trade, non, on n'est pas sur Trade. J'y ai pas été et enfin voilà, c'est encore toute une histoire. C'est chez Marc. Je n'ai pas envie d'aller chez Marc. Bref. Allez. On va y arriver. Merci à tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis surtout. Et à très bientôt. Salut.